comment réussir ce fameux examen d'entrée au CRFPA ou école des avocats, comment s'y préparer, comment faire face au stress, comment gérer la préparation de toutes ces épreuves sur la longueur, autant de questions que vous vous posez tous et auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui au travers d'un retour d'expérience avec une étudiante qui a brillamment réussi l'examen d'entrée au CRFPA, Caroline Chabert. Caroline, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder un petit peu de votre temps d'élève avocate. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux étudiants qui nous regardent, qui vont donc suivre vos traces, se préparer à cet examen d'entrée au CRFPA? Quelles sont les idées forces à se retenir pour se préparer au mieux et optimiser ses chances de réussite? Pour moi, la principale difficulté est la gestion du temps. C'est pour cela que durant l'examen, il faut n'avoir aucune hésitation possible, ne laisser la place à aucune hésitation possible. Ça passe donc par la préparation pour intégrer tous les programmes et les connaître finalement sur le bout des doigts. En poussant ça à l'extrême jusqu'à des connaissances encyclopédiques, au contraire, un socle de connaissances fondamentales bien digéré et utilisable. Je dirais un socle de connaissances fondamentales bien digéré et maîtrisable et mobilisable. Il ne s'agit pas bien évidemment de tout savoir sur tout, c'est impossible. D'où la nécessité de savoir utiliser le code et d'avoir fait un travail en amont de repérage des jurisprudences et des différentes dispositions pour savoir où trouver l'information. À cela s'ajoute l'actualité et bien évidemment les cours de l'IEJ qui sont indispensables. Donc des connaissances fondamentales solides, suivre l'actualité et savoir que finalement tout ou presque se trouve dans le code à condition de bien savoir l'utiliser. C'est ça. Alors de ce point de vue-là, pour se préparer à l'examen, il y a bien entendu l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, au sein de la faculté de droit. Vous avez ressenti le besoin, non seulement bien entendu de suivre de manière assidue les cours dispensés au sein du IEJ, mais également de suivre une préparation complémentaire en dehors. Pourquoi ? Absolument, j'ai souhaité suivre une formation complémentaire à l'IEJ pour avoir plus d'entraînement, tout simplement. Tous les professeurs, même de l'IEJ, s'accordent à dire que 3 entraînements par épreuve, c'est insuffisant, et qu'il faut qu'on s'entraîne par nos propres moyens. J'ai donc fait le choix, dès le mois de février, de m'astreindre à un rythme au sein de ProJuris et de venir passer 13 heures d'examen chaque mois dans vos locaux, en condition d'examen, pour pouvoir développer des automatismes et être le plus efficace possible le jour J. Alors pourquoi vous avez justement fait le choix de ProJuris sur un marché très concurrentiel? Vous aviez une offre pléthorique à votre disposition. Pourquoi avoir choisi ProJuris? J'ai fait le choix de ProJuris tout d'abord parce que c'était la seule institution de préparation privée qui offrait une préparation annuelle. Et comme je vous le disais précédemment, je voulais, du moins pour la note de synthèse, commencer à m'entraîner dès le mois de février. Ensuite, ProJuris avait attiré mon attention parce que j'avais noté que beaucoup d'intervenants avaient été membres des jurys d'examen d'entrée au CRFPA et ils étaient aussi enseignants à la faculté et j'avais eu le plaisir de suivre leur enseignement et j'en gardais un excellent souvenir. Et j'imaginais donc, à raison, qu'ils étaient très au fait des attentes des professeurs de biologie et des exigences de l'examen du CRFPA. Et parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, et tant que la réforme dont on parle beaucoup actuellement de l'examen d'entrée ne sera pas entrée en vigueur, il y a des disparités très importantes, on le sait, selon les IEJ auxquels les étudiants appartiennent. Et donc de ce point de vue-là, il était important pour vous d'être préparé par des gens qui sont au fait de ces spécificités des IEJ. Exactement. Rentrons un petit peu dans le détail au niveau des épreuves. S'agissant de la note de synthèse par exemple, quels seraient les petits trucs que vous seriez en mesure d'indiquer aux étudiants qui vont passer cette épreuve? La note de synthèse, bon, c'est une épreuve un peu déroutante au début parce que durant tout votre cursus universitaire, on vous apprend à être exhaustif. Et là, tout d'un coup, on vous apprend à être synthétique, concis, court et précis. Il faut vraiment développer des qualités rédactionnelles pour pouvoir, en un minimum de phrases, un minimum de pages, transmettre l'intégralité d'un dossier de 40-50 pages. C'est un exercice auquel il faut s'entraîner pour trouver sa propre stratégie, sa propre méthodologie. Bon, ben, la mienne, c'était de faire 2 heures, 2h15 de lecture, ensuite 45 minutes ou 1 heure pour construire mon plan, 2 heures de rédaction. Et durant ma période de lecture, je faisais un tableau pour pouvoir optimiser
cette épreuve et la finir dans les temps. Il s'agissait en fait de faire un tableau avec le numéro, la date du document, ensuite le titre, les idées principales, les qualifications juridiques, ce qui est très important pour ensuite construire son plan, et les liens entre les différents documents. S'agissant des autres épreuves pour lesquelles justement on attend de la part des étudiants un apport de connaissances, ce qui n'est pas le cas du tout de la note de synthèse, quels seraient là aussi vos éclairages? Concernant par exemple l'épreuve de droits d'obligation, jumelée on le sait avec l'épreuve de procédure, ou pour la troisième épreuve écrite de spécialité, quelles sont selon vous les principales difficultés à surmonter? Encore une fois, ça va être la gestion du temps, parce que par exemple pour l'épreuve de droit des obligations et procédures, c'est des cas pratiques qu'on peut facilement faire en 3 heures, 3 heures et demie, et là on est réduit à 2 heures et demie. Donc il faut être concis pour pouvoir avoir le temps de développer la partie qui selon moi est la valeur ajoutée et vraiment valorisée par les professeurs, c'est-à-dire la partie application de la règle de droit au fait. La partie raisonnement, non? La partie raisonnement, ouais. Argumentation, discussion. Ça, c'est la valeur ajoutée. Et selon vous, ce qu'on attend du côté du jury, c'est des connaissances là aussi pléthoriques, c'est-à-dire celui qui va avoir la meilleure note, c'est celui qui aura le plus de connaissances, ou celui qui sera capable de poser les bonnes questions et d'effectuer une analyse juste du sujet et des problématiques qu'il convenait d'élaborer? C'est celui qui se posera la bonne question évidemment, qui appliquera le bon fondement et qui discutera, qui arrivera à éliminer les hypothèses et prendre le correcteur par la main pour l'amener vers sa solution, argumenter et dire pourquoi cette solution est meilleure que les autres. C'est vraiment la partie discussion, me semble-t-il, qui sera valorisée. Et donc l'argumentation, l'aptitude au raisonnement juridique, plus que les connaissances pures en elles-mêmes. Il faut avoir, c'est un acquis, mais ça sera de la valeur ajoutée. Si les étudiants franchissent le cap donc des épreuves écrites d'admissibilité, ils vont être confrontés au grand oral, et il y a beaucoup d'idées reçues chez certains étudiants qui finalement pensent qu'on peut attendre de savoir si oui ou non on a franchi le cap des écrits pour se préparer au grand oral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'au contraire, selon vous, plus on s'y prend tôt, plus on sera préparé efficacement, compte tenu des particularités de cette épreuve du grand oral, face à un jury composé d'un universitaire, d'un avocat, d'un magistrat en robe avec une certaine solennité? Est-ce qu'il faut s'y prendre tôt pour se préparer au grand oral? Je pense qu'il faut s'y prendre tôt. Certes, beaucoup d'étudiants veulent passer le cap des écrits parce qu'on se dit finalement il n'y aura que 5-6 personnes qui ne passeront pas la barre des oraux. Pour autant, quand on est aux oraux, pour l'avoir vécu, tout le monde a peur d'être membre des 6 ou 7 personnes qui sortiront aux oraux. On est très inquiet. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Le programme des DLF est immense. Donc ce que je conseille, c'est évidemment de travailler les écrits. La priorité, ça va être les écrits, mais quand même, de se réserver un jour dans la semaine pour déjà travailler les oraux et ne pas se retrouver durant les 4 semaines qui vous restent, et encore, il y a 3 semaines parce qu'on est tellement épuisé après les épreuves qu'on a vraiment du mal à s'y remettre, on est vraiment épuisé. Donc oui, il faut absolument s'y prendre à l'avance dès, me semble-t-il, la période de révision des écrits. Lorsque l'on a échangé tout à l'heure avant le début de cette interview, vous avez fait allusion à une idée forte, à mon sens, celle d'un marathon. Vous avez parlé du CRFPA comme d'un marathon, d'une épreuve sportive. Est-ce que selon vous, les étudiants doivent se préparer à l'image des sportifs de haut niveau pour faire face à tout cela? Exigence mentale, psychologique, exigence physique, est-ce que ça aussi c'est une dimension dont il faut avoir conscience? Ah oui, je pense. Je pense que 50% de l'épreuve, ça va être du mental. On y va vraiment pour gagner, pour réussir. Sinon, il ne faut vraiment pas y aller. Certes, on peut le passer 3 fois, mais 3 fois, c'est pas 10. Et puis quand on l'échoue, après, on se dévalorise. Donc, il faut vraiment y aller pour gagner, dans de bonnes conditions. Donc, ne pas être à finir de réviser ses programmes la veille. Il faut vraiment réussir à faire abstraction de tout ça et à se calmer quelques jours avant les épreuves pour pouvoir aborder ces 13 heures d'épreuves qui sont très intenses physiquement et intellectuellement dans les meilleures conditions possibles. L'une des clés de la réussite, c'est la confiance en soi, et l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est ça. Cette fameuse phrase d'Arthur H, qui constitue l'une des devises de ProJuriste, qui a priori se vérifie au travers des faits. C'est ça. Alors, l'examen d'entrée, c'est pas une fin en soi, il y a une vie après, et la vie d'élève avocate, vous pouvez nous en parler en quelques mots justement, qu'est-ce que c'est que la vie d'élève avocate au sein de l'école d'avocat? Alors, tout d'abord, vous commencez par un stage d'observation au mois de janvier, pour découvrir un peu comment ça se passe en cabinet et pour pas faire une entrée sèche à l'école. Ensuite, en février, vous suivez les enseignements des intervenants de l'école des avocats qui vous apprennent un peu des réflexes professionnels, c'est des cours très pratiques.
Donc ça, c'est l'idée force aussi à retenir, sans doute. On n'est plus dans un enseignement universitaire, on est tourné vers la pratique, vers le monde professionnel. Exactement. Ce ne sont que des avocats en exercice qui nous enseignent. Et au sein des écoles d'avocats, vous avez retrouvé certains anciens camarades de promotion, notamment des gens dont vous avez fait la connaissance au sein de ProJuris? Tout à fait. Dans ma classe, donc, sur 24 étudiants, il y en a au moins 6 qui étaient à ProJuris. Donc c'est un bon ratio. Et puis dans le reste de l'école, je ne les compte pas parce qu'ils sont nombreux. Et j'ai aussi retrouvé des intervenants de ProJuris qui enseignent à l'école des avocats. Donc, et effectivement, on a un certain nombre qui étaient anciens membres du jury et qui se retrouvent aussi au sein de l'école des avocats. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de la vie d'après? Alors, ce qui va nécessairement passer par l'épreuve du CAPA, on peut d'ailleurs en dire un mot. Est-ce que selon vous, le CAPA, c'est une simple formalité parce que l'essentiel a été fait en réussissant l'examen d'entrée au CRFPA? Ou est-ce que le CAPA, il faut s'en méfier et s'y préparer convenablement parce qu'il y a aujourd'hui un risque d'échec? Tout à fait. Je ne pense absolument pas que le CAPA est une simple formalité. Et pour preuve, j'ai pu échanger avec des amis qui passaient le CAPA lorsque je passais l'examen d'entrée au CRFPA, qui m'ont confirmé la difficulté après un an de vie professionnelle, puisque si jamais vous avez fait un stage PPI plus 6 mois de stage cabinet, ça fait un an que vous êtes dans la vie professionnelle, la difficulté à revenir aux révisions, à la rédaction des rapports concomitamment au stage, et la difficulté des épreuves, notamment pour la déontologie. Non, je pense donc pas attention, méfiance, le CAPA, ça se prépare véritablement. Ça se prépare, même si bien évidemment le taux d'échec est très faible comparativement à l'examen d'entrée. Mais pour ma part, je l'aborderai comme tout examen, sans penser que c'est quelque chose d'acquis. Vous avez fait allusion au stage. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant doit se préparer et doit penser véritablement sa recherche de stage? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut, sans aucune difficulté, trouver un stage n'importe où, n'importe comment, même au dernier moment? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas au dernier moment. Je pense que c'est un projet qui se prépare. Avoir un CV cohérent, savoir ce qu'on veut faire. Oui, ça se prépare. Dès le cursus universitaire? Je pense, oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a aidé pour trouver un stage. Et le stage peut être un tremplin vers, par exemple, une collaboration? Ah oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Je pense que je n'ai pas encore commencé mon stage cabinet, mais j'imagine bien que 6 mois c'est court et que la collaboration future participera de ma formation aussi. Donc c'est pas par manque d'esprit entrepreneurial que je ne veux pas visser ma plaque, c'est vraiment parce que je pense que ça participe de la formation et que ça s'inscrit dans la continuité du stage. Oui, donc pour vous, la vie d'avocate va commencer par la vie d'avocate collaboratrice au sein d'un cabinet pour emmagasiner de l'expérience, avant peut-être de faire d'autres choix, sait-on jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les textes le permettent et vous avez peut-être d'autres camarades qui eux ont envie de visser leur plaque et de s'installer tout de suite, dès après la prestation de serment? Peut-être, oui. Oui, il y en a. Mais c'est pas mon choix. Je préfère emmagasiner des connaissances, comme vous le disiez. Mais c'est pas par défaut d'esprit entrepreneurial, encore une fois, c'est plus par prudence et que j'ai beaucoup à apprendre. Le métier d'avocat, ça s'apprend avant de s'exercer. D'accord. Et en un mot, là aussi, on a parfois certains étudiants qui se disent est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller, notamment ceux qui sont en licence, pourquoi pas en master. Est-ce que vous les encouragez à préparer cet examen? Est-ce que pour vous, le métier d'avocat est un beau métier qui mérite qu'on s'y consacre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelques désillusions en tant qu'élève avocat? Ah non, je n'ai aucune désillusion. Ah non. Ça vaut le coup de s'y préparer, ça vaut le coup de faire ses efforts? Si vous voulez exercer ce métier, oui, il faut s'en donner les moyens. Je pense que c'est possible, les personnes y arrivent, donc pourquoi pas eux, pourquoi pas vous. Voilà. Merci beaucoup.